Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Romain Vigne, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et en toute franchise, je ne m'attendais pas à autant de gens. C'est un peu intimidant comme ça. Mais bon, on va faire avec. Je ne vais pas commencer par du banjo. Je ne sais pas jouer de banjo. Par contre, j'ai fait circuler dans la salle un petit sac avec des petites voitures. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, c'est les voitures de mon fils, donc il n'en a pas 350. On en aura peut-être besoin un peu plus tard pendant la session. Je ne sais pas où est le sac d'ailleurs. Il est bien vide. Ça va? C'est mieux comme ça? Alors par pitié, ne partez pas avec les voitures, parce que comme je le disais, c'est celle de mon fils. Il suffit qu'il en manque une dans le sachet pour qu'il la repère. Et donc je risque de passer un sale quart d'heure. Pendant qu'on finit la distribution, on va faire le petite coupure pub habituelle. Et donc dire un grand merci aux sponsors et partenaires de l'opération, sans qui, je pense, rien ne pourrait être possible. Pour être moi-même co-organisateur de l'Agile Tour Marseille, je sais combien il faut compter sur eux. Donc le thème de l'intervention, c'est de parler de collaboration et des conditions qui permettent de faire en sorte que cette collaboration fonctionne ou fonctionne mieux. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de travail de groupe, il faut que les gens collaborent en entreprise, c'est la seule solution pour innover. Bref, il y a quand même un discours, un schéma de pensée, un discours général autour de cette collaboration. Et on entend des termes comme mode projet, travail collaboratif. Le dernier en date, c'est intelligence collective. Tout ça en partant du postulat que plus on est nombreux et plus on va être efficace, et que le groupe, s'il fonctionne bien, va être plus efficace que la somme de ces individus. Alors aujourd'hui, on est sur un Agile Tour, donc on va essayer de recentrer ça sur l'agilité aussi. Et la collaboration, enfin, si vous connaissez un peu les principes de base de l'agilité, vous savez que c'est, entre guillemets, le fonds de commerce, ou en tout cas, c'est des fondamentaux extrêmement importants, la notion d'équipe. Et donc, pareil, dans les pratiques agiles, il faut que l'équipe elle soit colocalisée. En tout cas, on considère que c'est plus efficace. Ils vont se réunir tous les jours pour faire un daily scrum face à un tableau et des post-it. Voire même, il y en a qui vont développer à deux devant un PC. Voilà. Et donc, ces principes collaboratifs dans le domaine de l'agilité, à l'origine, ont été théorisés, formalisés dans le cadre du manifeste agile. Alors ça, je n'avais pas testé avant. C'est où? C'est là? Non? Bon. Vous imaginez qu'il y a un petit pointeur qui se promène? Là. Voilà. Juste dans ces trois principes, celui sur lequel j'attire votre attention, c'est quand même le dernier. Hein. Le dialogue face à face, c'est la manière la plus efficace de transmettre de l'information au sein d'une équipe ou en dehors d'une équipe. Est-ce que c'est tout le temps vrai? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que cette collaboration, bon, déjà, elle ne se décrète pas, mais est-ce qu'elle est valable dans tous les environnements? Donc, pour essayer de répondre à ça, on peut aller explorer différents domaines. Moi, ce qui m'a intéressé pour cette session, c'est d'aller faire un petit détour par le domaine de la psychologie. Juste un petit détour, parce que je ne suis pas du tout un expert de ce domaine-là. Et voir si la psychologie ne peut pas nous apporter quelques clés de compréhension. Donc là, c'est l'instant où on va utiliser les voitures. On va se livrer à une petite expérimentation. Comme c'est une expérimentation, je ne vous garantis pas qu'elle va fonctionner. C'est la deuxième fois que j'expérimente et la première fois a échoué. Donc, je me mets encore plus la pression. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va? Donc je vais passer parmi vous et puis je vais interviewer au hasard des gens qui ont choisi une voiture.
Et le but de l'interview, c'est de répondre à ces deux questions. Je précise que c'est un test qui a été mis en place, mis au point par un psychologue, un vrai lui, qui s'appelle Lieven Cornelis, et qui a fait ça sur des échantillons suffisamment conséquents pour pouvoir en tirer des conséquences, des conclusions, qu'on regardera après. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien répondre à ces deux questions, s'il te plaît? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est une Lotus, qu'elle est bleue. Bon, je la décrirai. Sportive et ancienne. D'accord. Tout le monde a bien écouté? On a tous mémorisé ce qu'il a dit? Je vais essayer de rester neutre jusqu'à la fin de l'expérimentation. Bonjour. Bonjour. Donc je l'ai prise au hasard dans le sachet. Et elle est rouge et elle roule très vite. D'accord. Par ici, il n'y a pas de voiture, hein? Non. Je vais redescendre. Ah, une voiture française. Alors, je l'ai choisi au hasard. C'est pas Ah non, vraiment c'est moi même qui pas l'ai français, choisi. non, C'est une Fiat Punto. Rouge. Voilà. Description? Fiat Punto rouge. Rien de plus. Voilà. Bon, allez, un dernier témoignage. Bonjour. Vous étiez la première dans l'amphi, donc je vous laisse conclure. Je l'ai choisi parce que j'ai peu eu le temps de choisir. Et ensuite, c'est une Chrysler Viper décapotable avec un M écrit en dessous. Merci. Bon, je ne sais pas si... je sais pas si tout ça va être très exploitable. En tout cas, merci aux personnes qui ont répondu. Ce psychologue qui a travaillé sur la question, lui, il a fait 7 observations. Donc, sur un échantillon significatif, il a pu distinguer, si on se concentre sur la forme et non pas sur le fond, il a pu distinguer 2 manières de restituer et de répondre aux questions. Donc il y a un type de personne qui va prendre la parole, qui ne va plus la lâcher pendant le temps de répondre. C'est vrai que c'était des réponses assez courtes. L'atelier proprement dit ne se fait pas à je ne sais pas combien on est, à 150. Donc on essaye, en tout cas dans les consignes, de laisser un peu plus de temps pour la réponse. Et donc, voilà, premier pattern. On prend la parole et on ne la lâche plus jusqu'à la fin. Une première catégorie d'individus. Deuxième catégorie d'individus, silence, je parle, je me tais, sous-entendu je réfléchis, je parle, je réfléchis, je parle, je réfléchis, je parle. Alors évidemment, c'est un peu extrême pour bien illustrer le propos, donc prenez-le un peu avec du recul. Mais l'idée de ce comparatif, c'était de se dire, si dans une session de travail collaboratif, on a ces 2 types d'individus, comment vont-ils fonctionner l'un avec l'autre? Si par exemple on a un individu rouge qui demande son avis à un individu bleu, qu'est-ce que tu penses de telle décision ou telle chose? Donc l'individu bleu va commencer par réfléchir. Lui, il va se demander ce qui se passe, mais pourquoi il ne répond pas tout de suite? L'individu bleu va prendre la parole, va expliquer son premier argument, détaillé, très concret, très argumenté. Ensuite, il va s'arrêter de parler, il va réfléchir pour son deuxième argument. Lui, il va de nouveau se demander ce qui se passe, puisque ce n'est pas son mode de fonctionnement habituel. Et dans le pire des cas, il va l'interrompre, parce que cette période de silence, pour lui, ce n'est pas naturel, donc il ne va pas lui laisser dérouler son argumentaire. Donc si on prend ça, qu'on l'extrapole sur plusieurs échanges, plusieurs situations de collaboration, je vous laisse imaginer les conséquences, voire même les dégâts que ça peut avoir sur cette personne-là, qui au bout d'un moment donné va se dire « mais on ne m'écoute pas, on ne me laisse pas le temps de parler ».
Parce que pour lui, c'est normal d'avoir des temps de réflexion et des temps de parole. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer le fait que face à une situation de collaboration, dans nos gènes, hein, on est câblés de manière différente et on ne va pas fonctionner de la même manière. On va avoir des comportements et des attentes et des types d'écoute qui vont varier. Alors, le premier qui a travaillé là-dessus, c'est un certain Carl Gustav Jung, qui était à l'origine un disciple de Freud. Et donc lui, il a établi une typologie autour des types psychologiques, justement pour voir quelles pouvaient être les différences, et en arrivant assez rapidement à la conclusion que le type psychologique d'un individu, derrière, va conditionner de manière significative l'ensemble de ses comportements. Et Carl Gustav Jung, il est arrivé à une modélisation, une typologie qui est basée sur... Donc il est arrivé à une typologie qui est basée sur 3 axes. Un premier axe qui concerne l'orientation de l'énergie. Et avec 2 extrêmes, donc chacun, on a une position sur cet axe. Les deux extrêmes étant extraverti et introverti. Donc l'extraverti, si vous faites le lien avec les courbes, c'est la courbe rouge qu'il y avait en haut. Et l'introverti, c'est la courbe blanche qu'il y avait en bas. Alors, quand on parle d'introverti, d'extraverti, c'est vraiment dans le sens jungien des termes, et ce n'est pas forcément de cette manière-là qu'on les utilise au quotidien. Un introverti n'est pas un timide. D'accord ? Un introverti, c'est quelqu'un qui va, pour retrouver de l'énergie, qui va plutôt avoir tendance à s'isoler. Là où un extraverti, pour retrouver de l'énergie, va avoir tendance à aller au contact des autres. Pas forcément directement lié à timidité ou pas timidité. Le deuxième axe, c'est la manière de collecter l'information. Donc il y a des gens qui vont être plus dans la sensation, c'est-à-dire qu'ils vont collecter l'information avec leurs sens, les yeux, le toucher, tout ça, donc plus dans le détail. Et à l'inverse, il y en a qui vont être plus dans l'intuition. J'ai besoin de comprendre le contexte général, la big picture, comme on dit en anglais, les tenants et les aboutissants, pour être capable d'intervenir sur une problématique. Et troisième axe, donc comment je prends mes décisions. Est-ce que c'est sur la base de la réflexion, c'est-à-dire je vais peser le pour et le contre de manière logique, objective, avec l'ensemble des critères de décision que j'aurais décidé de prendre en compte, ou alors est-ce que je vais faire intervenir plutôt mes sentiments. 3 axes, donc ça fait 8 types différents. Si vous avez entendu parler de MBTI, c'est un questionnaire qui est basé sur cette typologie jungienne, qui a rajouté un 4e axe. Et donc en MBTI, on se retrouve avec 16 types psychologiques. Encore une fois, il faut le prendre avec beaucoup de recul. Jung lui-même disait attention à la catégorisation. Hein. Mettre les gens dans des cases, c'est très vite réducteur. Et ce sur quoi j'alerte votre attention aussi, c'est sur le fait que quand on parle de type psychologique, on parle de préférence. C'est-à-dire, à la naissance, on est avec certaines préférences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être capable de développer des capacités pour changer la position du curseur sur chacun de ces axes. Voilà pour la théorie. Ça, on pourra en parler des heures. Moi, je ne suis pas forcément compétent pour en parler des heures, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un focus uniquement sur le premier axe et d'essayer de le remettre dans notre contexte de cérémonie, d'atelier agile et voir au quotidien comment, concrètement, on peut s'en servir. Et boum, un gros tableau que je vous laisse découvrir. Donc ça, c'est la définition introversion versus extraversion de Wikipédia, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet quand même de mesurer qu'on n'est pas, comme je le disais, dans l'introversion au sens timidité. C'est des paramètres un peu différents. La ligne importante, c'est celle-ci. Hein. L'extraverti va préférer être en groupe pour discuter. L'introverti va préférer être seul pour réfléchir. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la capacité d'avoir le comportement opposé, mais cette capacité, soit il l'a développée, soit il doit la développer,
mais ce n'est pas sa zone de confort. Ça va jusque-là, j'ai perdu personne? Sur le thème de l'introversion, il y a quelqu'un qui a pas mal travaillé, et si vous avez envie de creuser le sujet, il y a une présentation TED donc, de Susan Cain qui en 18 minutes vous dresse un tableau extrêmement efficace de la situation. Deux postulats qu'elle apporte dans cette vidéo. D'une part, que le monde aujourd'hui est majoritairement extraverti, c'est-à-dire que tous les systèmes de valeurs sont plutôt basés sur le fait que pour être un bon leader, il faut être un grand communicant, il faut savoir fédérer, rassembler derrière soi, il faut être à l'aise en public, d'accord ? Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'on ne laisse pas assez de place aux introvertis aujourd'hui. Pour autant, c'est pas parce qu'on parle bien et qu'on parle beaucoup qu'on a forcément les meilleures idées. Donc, dit autrement, si vous ne laissez pas de place aux introvertis, vous risquez de passer à côté d'idées très intéressantes, mais qui ne vont pas émerger toutes seules. Donc, vidéo très intéressante si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le sujet. Elle a aussi écrit un bouquin qui, à ma connaissance, n'est pas encore traduit et qui, lui, est un peu plus compliqué. Pas compliqué. Un peu plus dur à digérer. Mais retenons ça, hein, retenons bien cette idée que les propositions, les idées, la créativité, généralement, de facto, on va laisser la parole dans les groupes à ceux qui ont le plus envie de s'exprimer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai vous exprimer tout à l'heure. Ça faisait partie d'une des raisons d'échec précédentes. Bon, là, il se trouve que ça n'a pas bien mieux marché, mais que je suis allé chercher chaque personne, parce que si j'avais laissé des volontaires, probablement que je serais tombé sur les plus extravertis d'entre vous. Oui, oui, monsieur, je veux parler. D'accord? Et donc, ça fausse forcément le test. Alors, comment appliquer ces éléments sur le fonctionnement au quotidien, sur le travail collaboratif? Je vous propose d'approfondir 3 axes. Évidemment, vous allez me dire celui-ci, les ateliers et réunions. Mais en parallèle de ces ateliers et réunions, il est aussi important de considérer les bureaux au sens l'organisation des locaux. D'accord? Quels sont les impacts que ça peut avoir? Et puis, également sur les individus. Donc, en termes d'impact, pour préciser, c'est comment faire en sorte que, dans un monde majoritairement extraverti, on tienne compte des besoins psychologiques des introvertis pour que, sur ces 3 dimensions, ils soient de leur côté à l'aise, se sentent à l'aise, et du coup soient capables aussi de s'exprimer et de collaborer au même niveau que les extravertis. Le premier point extrêmement important, et c'est quelque part un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les collègues, les collaborateurs, les équipes, les managers, avec cette différence. On ne l'apprend pas à l'école. On peut passer toute sa carrière sans forcément savoir qu'il y a une différence de comportement entre des introvertis et des extravertis. Ou alors on peut avoir cette sensation-là, mais pas forcément être capable de mettre des mots dessus. En tout cas, c'est intéressant et forcément utile pour la suite au sein d'une équipe de faire ce travail d'évangélisation, de sensibilisation. L'intérêt, c'est que quand on se connaît soi-même, forcément, on va être mieux à même, plus tolérant par rapport au comportement des autres, et donc aller vers une démarche de collaboration plus efficace. Donc il y a un ensemble il y a beaucoup de tests aujourd'hui, de questionnaires plutôt que de tests. MBTI, j'en ai parlé, c'est celui qui est le plus répandu sur les types psychologiques. Il a été décliné dans une version qui s'appelle Action Types. Ça, c'est des scientifiques qui viennent du monde du sport qui ont travaillé là-dessus. Leur propos à eux, c'est de dire un questionnaire, forcément, quand on y répond, on n'est pas tout le temps objectif. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, on va répondre aux questions en fonction de l'image qu'on veut donner, et ça peut fausser les résultats. Et en effet, il y a des statistiques qui ont été faites de mémoire.
sur 20% des résultats MBTI, il y a un des 4 axes qui est faux. Et donc, en regardant les sportifs, ils sont arrivés avec toute une grille d'analyse sur la posture, sur la respiration. Donc, si je marche et que je suis en avant, je vais être de tel type. Si je marche en étant plutôt en arrière, je vais être de tel autre type. Ça paraît un peu fumeux, mais l'explication scientifique derrière est relativement rationnelle. Et du coup, évacue, si vous voulez, l'aspect un peu biaisé du questionnaire. J'ai cité aussi Processcom pour l'avoir moi-même utilisé. Je ne sais pas de quelle source théorique et scientifique il provient, mais c'est un outil qui a été utilisé, ou mis au point en tout cas, dans le contexte de la NASA au départ, et qui permet également, au sein d'une équipe, de connaître un peu son mode de fonctionnement individuel et ensuite de voir un profil d'équipe pour améliorer sa communication et ses échanges. Sur cette notion de travail sur les individus et sur les équipes, ce n'est pas tout le temps possible, mais il a été prouvé que mixer des extravertis et des introvertis, c'est également très efficace, pour 2 raisons. D'une part, l'introverti va influencer l'extraverti et l'amener à prendre plus de temps pour réfléchir, puisque à l'extrême, l'extraverti, lui, il agit avant de réfléchir, à l'extrême. A l'inverse, l'extraverti va avoir un effet bénéfique sur l'introverti parce qu'il va le pousser à faire des choses. Un introverti qui reste dans ses réflexions, à un moment donné, il peut se bloquer et ne passer plus que son temps à réfléchir sans prendre forcément d'action. Et là, l'extraverti aura un effet positif. Donc, ce mix psychologique peut être moins bénéfique pour les équipes, encore une fois. Pour faire ça, il faut connaître un peu les populations d'individus et avoir la capacité d'organiser les équipes en conséquence. Ce n'est pas tout le temps possible. Sur les locaux, l'organisation des locaux. Alors j'ai cherché à voir s'il y avait des gens qui avaient travaillé sur les ratios de tâches que menaient les développeurs, parce que on parle d'agilité, donc à l'origine on parle quand même d'informatique, même si aujourd'hui on peut l'essaimer et le transposer sur d'autres domaines. Et la seule stat que j'ai trouvée, elle est quand même assez ancienne, hein, mais elle montre quand même quelque chose. Même à l'époque où il n'y avait pas forcément autant de buzz sur l'intérêt du travail collaboratif, ben, on s'aperçoit que si on fait le total, 70% du temps, on le passe avec quelqu'un d'autre, soit à 2, soit en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez tout le monde dans une même pièce, 70% du temps, il va y avoir du bruit. Parce qu'il y a des gens qui vont collaborer. Ça veut dire que l'introverti qui a besoin d'isolement et de solitude et de silence pour réfléchir, 70% du temps, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, les équipes colocalisées, c'est effectivement très bien, mais avec des échappatoires. Donc, première recommandation, dans la mesure où vous n'allez pas remettre un bureau par personne, parce que là, on va du coup couper totalement la collaboration, prévoir, encore une fois, dans la mesure du possible, des possibilités à la fois spatiales et temporelles pour les individus d'aller s'isoler et de se retrouver seuls pour pouvoir avancer sur des travaux seuls pour ceux qui en ressentent vraiment le besoin. La deuxième règle, vous allez me dire, c'est du bon sens, mais on le voit quand même de manière assez fréquente. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, oui. Je l'ai vu assez systématiquement tout au long de ma carrière. Le fait que dans la journée, on soit assez régulièrement interrompu. D'une part, ça pénalise ceux qui ont plutôt envie ou besoin de fonctionner seuls, mais ça pénalise tout le monde. Parce que si on creuse un peu cette question, l'effet négatif d'une interruption peut assez vite être significatif, hein, le temps de se remettre dans le contexte. Il y a des chiffres qui circulent qui sont de l'ordre de 1 quart d'heure. Vous êtes interrompu dans une tâche, il vous faut 1 quart d'heure pour vous remettre avec le même niveau de concentration sur la même tâche. Donc vous êtes interrompu 4 fois dans la journée, vous avez perdu 1 heure. C'est des chiffres, c'est des tendances, hein, encore une fois, c'est juste pour vous interpeller.
sur cette question-là. Et dernier point, on a tendance à jeter le mail un peu vite à la poubelle en disant je suis submergé de mails, je ne sais plus quoi faire. Mais il n'y a pas que des aspects négatifs dans le mail, il y a aussi un aspect positif qui est que c'est un type de communication asynchrone, c'est-à-dire que l'émetteur et le destinataire n'ont pas besoin d'être disponibles au même moment. Et si vous raccordez ça avec la possibilité que vous laissez à certaines personnes de pouvoir travailler en isolement, le fait qu'il faille éviter de les interrompre, ben, le mail peut être, dans certains cas aussi, une bonne chose, un bon canal de communication pour respecter ça et faire en sorte que vos introvertis se sentent dans un environnement propice à leur mode de travail. Ça, c'est une extrapolation personnelle en me disant qu'est-ce que, par rapport à l'état de la situation en 84-85, qu'est-ce que les pratiques agiles peuvent avoir comme impact. Évidemment, les 70% sont voués à être plutôt augmentés. Troisième axe, c'est donc comment faire en sorte que les réunions, les ateliers, les cérémonies, peu importe quel terme on utilise, soient efficaces. Je voudrais revenir dans un premier temps sur l'essence même de l'agilité qui est de se questionner systématiquement sur la création de valeur. Donc déjà, avant de se dire est-ce que ma réunion, enfin comment j'organise ma réunion pour qu'elle soit efficace, première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une réunion? Et si j'ai vraiment besoin de faire une réunion, comment je fais en sorte qu'elle soit la plus courte possible? Est-ce que ce point de travail collaboratif apporte de la valeur dans le contexte dans lequel je, ou nous, ou mon équipe, ou mon entreprise travaille? Dans le déroulé de la réunion, soyez attentifs essentiellement sur le fond plus que sur la forme. Encore une fois, la forme, c'est le mode d'expression idéal pour les extravertis. Donc, systématiquement, sans arrêt, à ramener sur le fond si ce n'est pas l'objet ou si vous sentez que la réunion dérive. Parce que, quelque part, si vous êtes amené à prendre des décisions ou à partager l'information, c'est ce fond qui va compter. C'est là que vous aurez la meilleure information. D'accord? Et évidemment, vos extravertis vont tendance à prendre la parole, prendre l'espace et plus se focaliser sur la forme de ce qu'ils vont vous apporter plus que sur le fond. Aspect important aussi, garantir. Voilà, je vais vous parler de quelques techniques qui ont déjà un peu de recul dans les équipes agiles. Garantir que tous vos participants aient le même temps de parole. Donc il y a notamment la technique du bâton de parole, où on va prendre un objet physique, le faire passer. Et donc ça garantit que finalement quand un introverti est en train de parler, ben, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va l'interrompre justement au moment où il est en train de faire son silence et il est en train de réfléchir. Parce que tant qu'il a le bâton de parole, finalement, il est le seul à pouvoir s'exprimer. Ça marche aussi sur des réunions, on va dire, virtuelles, si vous êtes amené à travailler avec des personnes à distance. Vous pouvez avoir un canal oral et avoir un canal de chat à côté, vous mettre d'accord sur une petite règle pour que le prochain qui a envie de parler l'exprime dans le chat. Et ensuite, il y a un animateur qui passe la parole, mais en tout cas qui s'assure, quel que soit le moyen, qui s'assure que tout le monde va avoir droit de parole de manière équivalente. Et enfin, dans le déroulement des ateliers, même si c'est des ateliers collaboratifs, et si finalement c'est l'échange qui va permettre d'aboutir à de bonnes décisions ou de bons résultats, laissez quand même de la place à l'écrit. Les introvertis sont plus à l'aise sur une forme écrite, là où les extravertis sont plus à l'aise sur une forme orale. Donc par exemple, on démarre par une phase de réflexion individuelle. Imaginez que vous vouliez brainstormer par exemple. Vous démarrez par une phase de réflexion individuelle avec production d'un écrit. Un post-it par exemple, à tout hasard. Et vous demandez ça à l'ensemble de l'équipe. Donc pour l'introverti, ça va lui permettre de coucher son idée. Il va être plus à l'aise que si
tout de suite il devait prendre la parole. Ça peut être bénéfique aussi pour l'extraverti parce que lui il va écrire tout de suite et potentiellement après avoir écrit il va se dire ah ouais finalement ce que j'ai écrit c'est peut-être pas si pertinent que ça. Le fait de l'avoir écrit va l'aider à maturer son idée. Donc première étape, on passe par une phase écrite. Deuxième étape, confrontation. Alors ça peut être en binôme ou en petit groupe. Et après, troisième étape, partage, confrontation au niveau du groupe. Mais ne sous-estimez pas l'importance de cette phase écrite, encore une fois, pour respecter les diversités. Illustrons ces bonnes pratiques ou ces pistes de solutions. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des pistes. Hein. Après tout ça, il faut vous l'approprier et regarder ce qui est adapté à votre contexte. Et si on regarde le Daily Scrum, on peut se dire le Daily Scrum, en surface, c'est l'inverse de tout ce que je viens de vous proposer comme piste de solution. Ben, en réalité, pas tout à fait. Il est de courte durée, d'accord? Donc, on s'assure que par rapport à la valeur que génère cette réunion, on ne va pas trop prendre du temps sur les journées de travail. Le format même du Daily Scrum garantit qu'à tour de rôle, chaque personne de l'équipe va prendre la parole. D'accord? C'est important aussi parce qu'un introverti, si dans certains cas, il a des nouvelles pas forcément bonnes à donner, si on le laisse faire, il ne va pas prendre la parole. Alors que le Daily Scrum, s'il est bien animé, chaque personne va avoir son temps de parole et il n'y aura pas de possibilité de passer entre les mailles du filet. Donc c'est bénéfique vraiment dans les deux sens. Le format est unique. Donc encore une fois, le fond plus que la forme. Alors le format unique, ça peut être les 3 questions, ça peut être ce que vous avez mis en place dans vos équipes. Peu importe, mais en tout cas, respectez bien le même format pour l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants. Comme ça, vous n'avez pas de digression ou encore des extravertis qui vont, eux, prendre 3 minutes, là où un introverti prendra 15 secondes. Et enfin, comme c'est tous les jours à la même heure, personne n'est pris par surprise. Et donc, on est en capacité de se préparer pour ce daily et arriver au daily avec, pour les extravertis, une préparation plutôt, on va dire, mentale et orale, et pour les introvertis, peut-être une préparation écrite des éléments qui vont être partagés. Je vous propose 3 références. Donc, j'ai déjà parlé du bouquin de Susan Cain, Quiet. Si vous voulez démarrer sur le sujet par quelque chose d'un peu plus accessible et en français, il y a ce livre qui est très intéressant aussi. Frédéric Marquet. Non, c'est pas lui. Et si vous êtes dans le monde du software et que vous ne connaissez pas ce livre de droite, envoyez-moi votre adresse mail et je vous en fais cadeau dès demain. Non, c'est une lecture qui commence à dater un petit peu, mais quand même tous les fondamentaux du fonctionnement des équipes logicielles sans jamais rentrer dans la technique même de développement. Tout ce qui va autour. Bonne lecture. J'en ai terminé. Et donc, il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à quelques questions. Il y a beaucoup d'introvertis, apparemment. Justement, par rapport à ça, si on prend la population en général, les statistiques aboutissent à peu près 50-50 entre introvertis et extravertis. Si on focalise sur la population des informaticiens, je vous laisse imaginer comment la balance peut se déséquilibrer. Mais il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans tout ça. C'est juste, on est né comme ça, il faut l'accepter. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, moi je suis introverti. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. La question, en fait, c'est par rapport au... Enfin, s'il y en a un de ratio, parce que on a dit
un peu avant qu'il n'y a pas forcément un ratio idéal et puis chaque contexte guide si ça marche ou si ça marche pas, mais le ratio idéal entre extraverti et introverti dans une équipe, de votre expérience, il n'y en a pas, je suppose, il n'y en a pas un idéal, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup d'extravertis et juste un ou deux, enfin sur une équipe de 7 par exemple, il vaut mieux avoir 5 extravertis et 2 introvertis, ou alors est-ce que par rapport à un contexte particulier, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs extravertis, plus d'extravertis que d'introvertis, ou inversement? C'est bien parce qu'il a donné toutes les solutions possibles. Extraverti. Si on parle d'équipe plutôt à destination du développement logiciel, on va avoir 80% d'introvertis. Et donc ça peut être extrêmement intéressant de mixer cette population en remettant la balance vers du 50-50. Comme je le disais, les deux catégories s'entraident et font qu'elles vont s'améliorer l'une avec l'autre. Après, comment recruter en disant je veux absolument un extraverti, ça c'est une question peut-être un peu plus difficile. Et encore une fois, on est sur des préférences. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un introverti n'aura pas acquis la capacité de fonctionner comme un extraverti. Mais mélanger les populations, de toute façon, la diversité est toujours bénéfique. Donc si je devais donner une règle, ça serait vraiment celle-ci. Alors, je répète la précision dans le micro pour que tout le monde entende, et pour que ça soit enregistré pour l'histoire aussi. La deuxième question, c'est par rapport à un contexte innovation versus maintenance. Comme je le disais, hein, c'est pas forcément comme Suzanne Cain le dit très bien mieux que moi, c'est pas forcément les extravertis qui ont les meilleures idées, y compris quand on est dans un processus d'innovation, d'être créatif. Donc quelque part, vous allez avoir le volume avec les extravertis et la qualité avec les introvertis. Alors là, j'ai tendance à être un peu à dénigrer un peu les extravertis, donc toute précaution prise. En restant objectif, vous allez avoir de la qualité des deux côtés, mais qui sera exprimée différemment. Donc moi j'aurais tendance à dire, non, quel que soit le domaine, la meilleure solution, si tant est que ça soit possible, c'est d'avoir un mix de la situation, enfin des catégories ou des populations. Désolé. Alors moi... je suis un introverti, là, tu vois, je réfléchis. Mais des fois, j'ai des phases d'extraversion, je ne sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on ne peut pas être à la fois introverti et extraverti? Suivant les sensations qu'on a, quoi. Alors, bonne intervention. Oui, bien sûr. Ça serait pas très excitant de se dire je suis né introverti et je vais rester comme ça toute ma vie. Donc d'une part, on peut le travailler par du développement personnel, et d'autre part, encore une fois, c'est un curseur sur un axe. Et il se peut très bien que le curseur soit en plein milieu. Cette catégorie-là, je ne sais pas s'il y a une traduction, mais en anglais, c'est les ambivertes. Donc il y a extraverte, introverte. La catégorie vraiment médiane, c'est les ambivertes. C'est les gens idéaux. Apparemment, a priori, d'après ce qui se dit. Je suis là toute la journée, donc si vous voulez qu'on poursuive sur le sujet, n'hésitez pas à m'interpeller dans les couloirs ou ailleurs. Merci à vous encore.